Hello les amis, c'est Cineboy. Aujourd'hui, on va parler d'un cas particulier. J'ai découvert cette histoire il y a quelques mois et je tenais à vous la partager car je trouve ça intéressant. Avant de commencer, place au générique. À Hollywood, tout le monde connaissait son nom. Pendant 3 décennies, monter sur la scène des Oscars signifiait presque obligatoirement le remercier. Il était le roi du cinéma indépendant, le patron tout-puissant de Miramax et de la Weinstein Company. Mais derrière les sourires de façade et les statuettes dorées se cachait un monstre. Un homme redouté, méprisé et profondément détesté par les artistes. Bien avant que le monde entier ne découvre l'ampleur de ses crimes sexuels en 2017, le milieu du cinéma lui avait donné un surnom terrifiant, Harvey Scissorhands, Harvey aux mains d'argent. Pourquoi? Parce que cet homme avait une obsession pathologique, détruire, charcuter et remonter les œuvres des plus grands réalisateurs de la planète par pur ego. Aujourd'hui, on fait l'autopsie créative d'un des pires sacs à merde de l'histoire du 7e art. Voici pourquoi tous les cinéastes le détestaient. Pour comprendre sa toxicité, il faut savoir d'où il vient. Harvey Weinstein n'est pas un artiste, c'est un businessman agressif. Avec son frère Bob, il fonde Miramax dans les années 70. Son talent, repérer des petits films d'auteurs brillants, les racheter pour 3 sous et organiser des campagnes de marketing agressives, voire mafieuses, pour leur faire gagner des statuettes. C'est lui qui a imposé Pulp Fiction, Le Patient anglais ou Shakespeare in Love. Mais Harvey avait un complexe d'infériorité massif. Il n'avait jamais écrit un scénario, n'avait jamais tenu une caméra, mais il était persuadé d'être un génie du montage. Une fois qu'un projet était dans ses filets, le cauchemar commençait pour le réalisateur. Weinstein exigeait des coupes absurdes, modifiait la musique, changeait la fin. Si le metteur en scène refusait, Harvey bloquait la sortie du long métrage, détruisait la promotion ou menaçait de ruiner sa carrière. C'était un chantage permanent, une violence psychologique érigée en méthode de travail, et donc le catalogue des cinéastes brisés par Weinstein est juste immense. Prenons quelques exemples flagrants pour comprendre le personnage. Déjà, il y a le massacre de Cursed par Wes Craven en 2005. Après le triomphe de Scream, le maître de l'horreur veut faire un grand film de loup-garou, sombre et adulte. Weinstein valide le projet, mais en plein tournage, il panique, il gèle la production pendant des mois, impose des réécritures complètes, change les acteurs et force Craven à retourner l'œuvre 3 fois. Pire, il charcute le montage pour transformer un récit d'horreur sanglant en une version Peggy 13 édulcorée et ridicule pour ados. Wes Craven en sortira psychologiquement épuisé et dégoûté de l'industrie, sans parler de l'enfer de Mimic pour Guillermo del Toro en 1997. Pour ses débuts à Hollywood, le réalisateur mexicain apporte sa patte poétique et visuelle à un film de monstre. Sauf que Weinstein déteste son style, il débarque sur le plateau, insulte Del Toro devant son équipe et menace de le virer toutes les 2 minutes parce que le rendu n'est pas assez bourrin, je cite. Il faudra l'intervention de Quentin Tarantino quand même pour sauver la place du cinéaste. Le réalisateur dira plus tard que ce tournage a été le pire moment de sa vie, une expérience proche de la torture. Et impossible de ne pas évoquer la prise d'otage de Snowpiercer par Bong Joon-ho en 2013, des années avant son Oscar pour Parasite. Le génie coréen livre une œuvre de science-fiction très appréciée du public. Weinstein achète les droits pour les États-Unis et exige immédiatement de couper 25 minutes car il estime que le public américain est trop bête pour comprendre. Mais Bong Joon-ho refuse et donc pour se venger, Weinstein garde la pellicule dans un placard pendant 2 ans et la sort dans une poignée de salles sans aucune publicité, juste pour la couler financièrement par pur caprice. Bong Joon-ho a d'ailleurs contourné le producteur grâce à une anecdote légendaire. Quand Weinstein a voulu couper la scène où un garde vide un poisson devant les passagers, le réalisateur a prétendu que son père était pêcheur et que cette séquence était un hommage personnel. Et Weinstein a donc laissé la scène. Cela illustre tellement bien, je trouve, la malice du cinéaste face au producteur. Le pire, c'est que ce sabotage systématique a donné 2 résultats totalement opposés. D'un côté, il y a les œuvres qui ont miraculeusement survécu. Le talent des mecs comme Bong Joon-ho ou Del Toro était tellement immense que, malgré le charcutage, la puissance visuelle de Mimic et la claque de Snowpiercer sont restés intactes. Le public et la critique internationale ont fini par leur rendre justice, prouvant que le génie artistique était plus fort que l'ego d'un producteur. Mais de l'autre côté, il faut le dire, la sentence a été fatale. Cursed de Wes Craven a été totalement vidé de sa substance à force de réécriture forcée et de coupes budgétaires. Ce qui devait être un thriller horrifique révolutionnaire s'est transformé en un navet de série B nanardesque et illisible. Harvey Weinstein n'abîmait pas seulement des pellicules, il transformait parfois de l'or en plomb. Mais tout le monde ne se laissait pas faire. S'il y a bien un homme avec qui il ne fallait pas jouer à Hollywood, c'est James Cameron. L'histoire se passe aux Oscars de 1998, c'est l'année du triomphe absolu de Titanic.
Dans les coulisses de la cérémonie, James Cameron croise Harvey Weinstein. Pourquoi le détestait-il? Parce que Weinstein venait de maltraiter son ami Guillermo del Toro sur le plateau de Mimic. Weinstein s'approche de Cameron, l'air arrogant, pour se vanter de ses propres réussites. Le ton monte immédiatement. Cameron lui rappelle ce qu'il a fait à Del Toro, Weinstein devient agressif. C'est à ce moment-là que James Cameron, connu pour son tempérament de feu, lève sa statuette de l'Oscar du meilleur film et s'apprête à l'utiliser pour fracasser le visage du producteur en plein milieu des coulisses. Les vigiles ont dû s'interposer in extremis pour éviter que Weinstein ne finisse à l'hôpital. Et je trouve vraiment que cette anecdote montre à quel point la haine à son encontre était viscérale même chez les plus puissants. Le sabotage des tournages n'était en réalité que la partie émergée de l'iceberg. Le contrôle créatif destructeur qu'il exerçait n'était qu'un miroir de sa vie privée. Harvey Weinstein utilisait exactement la même mécanique de pouvoir, d'intimidation et de chantage pour agresser, harceler et abuser sexuellement des dizaines d'actrices, de secrétaires et de jeunes femmes qui croisaient sa route. Pendant des décennies, tout le monde savait, mais tout le monde se taisait par peur de cette capacité de destruction. Une actrice parlait, il détruisait sa réputation, la faisait blacklister des studios et la menaçait de procès ruineux grâce à ses armées d'avocats. Il s'est cru intouchable, clairement, et jusqu'en octobre 2017, où les enquêtes du New York Times et du New Yorker ont brisé l'omerta, le roi d'Hollywood est devenu un paria, condamné à de lourdes peines de prison. Sa chute a marqué le début du mouvement #MeToo et a nettoyé une partie de cette industrie qui l'avait tant polluée. Tout ça mène à conclure qu'Harvey Weinstein n'était pas un amoureux du cinéma, c'était un prédateur à la fois pour les humains et pour les œuvres d'art. En voulant imposer sa marque sur chaque projet, il a privé le public de versions alternatives incroyables et a brisé la santé mentale de génie de la mise en scène. Aujourd'hui, il termine sa vie derrière les barreaux et l'histoire ne se souviendra pas de ses statuettes, mais de sa monstruosité. Si cette autopsie des coulisses sombres d'Hollywood vous a plu, dites-moi en commentaire quel film saboté vous auriez aimé voir dans sa version d'origine, ou si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis.